What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Seb, je suis content de t'avoir au podcast avec moi aujourd'hui. Moi aussi, j'avais hâte que tu m'invites. Là, Chris, mais je te gardais, je voulais faire la tentation, là, je voulais faire durer le plaisir un peu. Ça fait durer. 40 quelques épisodes. Là. Ben non, c'est bon, mais merci de m'inviter. Yes, ben non, c'est sûr que quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'idée du podcast, c'est sûr que tu étais sur ma liste d'invités, mais je me suis dit... On va le faire languir un peu. Fait que là, on est live. Let's do it. What's up? Ça va. Seb, entrepreneur général, président chez Ed Brunet. Depuis 4 mois. Officiellement depuis 4 mois, mais t'es drôle parce que je remplis des formulaires en ce moment. Un formulaire, ça dit depuis combien de temps êtes-vous dans vos fonctions? C'est comme président, 4 mois. Un bébé président. J'ai le goût de mettre. Ouais, c'est ça, de mettre tout. Mais ça fait combien de temps? Parce que Ed Brunet, on va le dire, là, toi, t'es la 5e génération. Exact. Donc, c'est ton arrière-grand-père. C'est ça. Ed. Qui a fondé ça. C'était en quelle année? 1901. Oh shit, ouais, fait que 122 ans. 122 ans. Ouais. C'est fou pareil. Hein? Ouais. Il n'y en a pas des compagnies de construction qui passent à travers les âges de même. Là. Il ne doit pas en avoir une tonne, en tout cas au Québec. Hein? Non, c'est ça. Ben, on est la 2e plus vieille au Canada. OK. Ouais. Je ne sais pas c'est qui la première, c'est juste qu'on n'est pas la plus vieille. OK. Mais je sais que c'est une compagnie de Terre-Neuve. C'est ça. Il faudrait que j'essaie d'entrer en contact avec eux. Ouais. Mais je pense qu'ils sont aussi à la 5e génération. OK. Mais tu sais, dans la région ici, on a quelques-unes compagnies qui sont à... Tu sais, Matelas La Pensée. Ouais. Matelas La Pensée, c'est pas mal 120 ans aussi. Là, je parlais avec Valérie, justement, il y a quelques mois. Puis 5e génération. Puis eux, c'est drôle, ils ont commencé... C'était nos voisins sur la rue Dumas. Quand vous avez commencé, c'était sur Dumas? C'était pas en 1901 qu'on était sur Dumas, non. Mais ça fait comme au moins 70 ans qu'on est sur Dumas. Ouais. Okay. Puis Matelas La Pensée était tout près. Puis, ouais. C'était pas intéressant, mais comme nos numéros de téléphone dans ce temps-là, les numéros de téléphone étaient en fonction de où est-ce que t'es. Puis nous, c'est 777-3877. Puis eux, c'est comme 777-3876. Donc, parce qu'on était collés. Puis c'était comme dans les mêmes dates, dans les mêmes années. Puis là, les numéros, ils ont gardé. À vous du monde, des fois, qui appellent chez vous puis qui demandent pour... Matelas La Pensée. Non, c'est pas arrivé. Non. Yes. Écoute, on est des chums dans la vie, là, fait que je me suis dit, je préparais pas trop un paquet de questions, mais là, en ce moment, je suis en train de m'éduquer, mettons, me former sur l'intelligence artificielle. Okay. J'ai fait une story là-dessus un matin, justement, là, pour essayer de comme voir, y a-t-il du monde dans mon entourage qui sont vraiment calés là-dedans, parce que je pense que ceux qui comprennent pas ou qui adhèrent pas, mettons, à l'intelligence artificielle, là, vont comme passer à côté de quelque chose. Là. Je pense que c'est le next best thing. Ouais. En tout cas, bref, fait que là, ce que j'ai fait un matin pour m'amuser, j'ai écrit à ChatGPT. OK. Puis là, j'ai écrit écris-moi, puis écoute, genre, je t'ai posé ceux qui sont relevant, mais je trouvais ça drôle parce que les questions font vraiment du sens. Fait que j'ai juste écris-moi 10 questions pour un podcast à poser à un jeune entrepreneur en construction. OK. Il a repris la compagnie de son père. OK. Fait que là, parce qu'au début, j'avais pas écrit il a repris la compagnie de son père, mais là, il me sortait beaucoup d'affaires de start-up. Puis je dis, non, c'est pas une start-up, c'est une compagnie, ça fait. Fait que là, il y a des questions le fun qui ont sorti. Mettons la première, puis on en parlait un peu off-mic tantôt. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre la relève de l'entreprise de votre père? Là, je veux que tu m'expliques un peu, dans le fond, c'est quoi le background, parce que toi, tu as voulu faire ce que tu fais depuis que tu es jeune, là, tu sais. Fait qu'explique-moi un peu, c'est quoi ton parcours pour te rendre aujourd'hui à... T'as quoi, 32? 32. Je vais avoir 32, ouais. C'est quand ta fête? 14 mai. Oh shit, c'est bientôt? Ouais, je te vois pas prendre de notes, là, mais...
Ben là, c'est dans ma tête. Okay. Moi, j'oublierai pas ta fête comme toi, t'as oublié la mienne la semaine passée. Sais-tu que j'étais supposé être là? Je le sais en plus. Puis j'étais déçu. J'ai 2 bébés, puis je me suis vraiment invité à ta fête d'ailleurs. Ouais, clairement. Ouais, j'ai écrit à Seb, j'ai écrit à Seb, j'ai dit j'aimerais ça être là, puis ok, ouais, tu peux venir. Puis finalement, je n'ai pas pu venir. Finalement en plus. Mais Brune était là. Brune était là. Ah. What's up, Brune? Frère, je l'invite au podcast. Penses-tu qu'il serait game de faire un podcast? Oui, il serait bon en plus. Fait quoi, c'est quoi le background? Comment qu'on arrive à 32 ans à être président d'une compagnie grosse comme Maître Brunet? Tu sais, mon parcours, il y a une grosse partie de mon parcours qui est de l'éducation. Tu sais, j'ai été longtemps à l'école. Peut-être même un peu trop longtemps. Des fois, je me dis que je suis un jeune président. Je suis très éduqué. J'ai de l'expérience, mais j'aimerais en avoir plus. C'est pour être dans la position que je suis en ce moment, un 4-5 ans d'expérience de plus ne ferait pas de tort, mais les choses ont fait que c'était là, puis c'était le moment, puis l'opportunité était là, fait que j'ai saisi. Puis heureusement que mon père est encore là, puis il continue de me mentorer puis de me coacher, justement, parce que je ne ferais pas à croire que je connais tout, puis j'ai encore des croûtes à manger, même si j'ai atteint mon rêve, mon objectif. T'sais. Fait que, tu sais, ça pour dire, mon cheminement, comme je dis, mon cheminement scolaire, il a été long. J'ai étudié disons, à post-secondaire, j'ai fait mon DEC en sciences de la nature, Cégep Nouvelle-Frontière. Ensuite, j'ai étudié en comptabilité à l'UQO. T'aimais ça? C'est pas ce qui me passionnait, la comptabilité, mais c'est extrêmement utile dans le day-to-day, dans ce que je fais aujourd'hui, tu sais. C'est ce qui me permet de comprendre la santé financière de l'entreprise. C'est ce qui me permet de prendre des décisions éclairées. Puis mon autre background, c'est que je suis ingénieur de formation. Puis ça, j'ai étudié plus longtemps en ingénierie, nécessairement. Puis je pense que c'est important de dire, le bac en comptabilité, il y a eu la grève en 2012, puis on a perdu une session, fait que j'ai jamais complété le bac en comptabilité. OK. Ouais. Parce qu'il fallait que je commence en génie. Dans le temps des carrés rouges, là? Oui, exactement. T'allais-tu manifester? Ouais. Si j'ai manifesté, on ne parlera pas de politique. C'est bon. Non, j'ai pas manifesté. Okay. Mais j'étais bien impliqué dans l'association étudiante. Fait que j'étais pas mal. J'étais dans le show. OK. En tout cas, pour une autre discussion. Ouais, on en reparlera off mic. Donc, mais non, mes études en comptabilité, super pertinentes encore ce jour. Je l'utilise beaucoup plus que mon ingénierie. Je fais pas de conception, je ne gère plus de projet non plus. Je suis vraiment impliqué plus à un higher level. Fait que, l'ingénierie, ce qu'elle donne quand tu fais de la gestion de projet, disons, comme un entrepreneur général, c'est surtout une crédibilité puis une façon de penser. C'est ça que l'ingénierie m'a amené. Une façon de décortiquer tes problèmes, une façon d'attaquer une problématique ou une façon de résoudre un problème. Ça m'a amené une méthodologie de travail. Au niveau technique de la construction, là, on ne parle pas de gestion. Oui, c'est ça. Okay. Mais tu sais, fait que je vais dans des rencontres avec les différents consultants, différents professionnels, puis je sais de quoi qu'on parle parce que j'ai étudié là-dedans. Mais c'est vraiment, ça m'a amené une méthodologie de travail en ingénierie. Puis la comptabilité m'a amené des connaissances financières qui sont super importantes pour tout dirigeant d'entreprise. Ben oui, c'est sûr. C'est drôle parce que là, on est comme d'une... tu vois ça là, sur TikTok, à toutes les... TikTok, Instagram, les entrepreneurs à succès des réseaux, là, l'école, c'est pas bon, pas de besoin de l'école pour réussir. Comment j'ai fait 800 000 cette année avec un secondaire 5. Puis, c'est un peu le message qu'on envoie. Je suis d'accord jusqu'à un certain point que tu peux réussir dans la vie sans aller à l'école, mais là, c'est le fun de t'avoir. Toi, tu as vraiment eu le parcours plus typique, si on veut, le cégep, université. Je pense que c'est une question d'équilibre. L'entrepreneur qui dit ça, je pense que c'est comme le joueur de hockey qui réussit puis qui se rend dans la Ligue nationale. C'est un parmi plusieurs. Puis je dis pas que... ce que j'essaie de dire dans le fond, c'est que l'éducation va mettre les chances de ton côté au même niveau que l'expérience va le faire. Il n'y a pas un qui je ne valorise pas plus l'éducation over l'expérience. C'est ça que j'essayais de dire tantôt. Je te dis, moi, j'ai été longtemps à l'école, puis ça l'a un peu fait que j'ai moins d'années d'expérience que j'aurais aimé avoir. Je suis pas dans l'équilibre, je suis pas loin, mais je suis pas dans l'équilibre que j'aurais voulu avoir expérience, scolarité. À l'âge que tu as. À l'âge que j'ai, exact. Oui, dans 5 ans, on aura plus. Je serai plus à ce niveau-là, évidemment. Mais donc, moi, je trouve souvent dans ces discours-là, ces sweet talkers-là, c'est qu'ils dévalorisent quasiment l'éducation. Puis ça, j'ai un peu un problème avec ça. Parce que l'éducation, tu vois souvent, là, ça moule tout le monde pareil. Puis
moi, je crois pas vraiment là-dedans. Là. L'éducation t'amène une façon de penser, t'amène des connaissances que tu as de besoin. Tu sais, je me souviens quand j'étais en secondaire 4, puis tu apprends à calculer des paraboles, puis des tangentes, puis c'est comme... évidemment, je me souviens plus comment faire ça, puis je vais jamais... Comme le concept va jamais me servir. Mais la méthodologie de travail pour avoir résolu ces problèmes-là, c'est plus là-dedans que tu gagnes, je trouve. Je sais pas si ça a du sens que ça fait bien du sens parce que moi, je pense que. Puis j'ai pas fait. Moi, j'ai eu secondaire 5, that's it, mais tu sais, de ce que. Mais j'adore apprendre. Là, je veux dire, là, en ce moment, je te parlais d'intelligence artificielle. Là, je suis comme. Tu sais, ce que j'écoute, là, podcast, YouTube, c'est que sur ça, là, je veux comme me former là-dessus. Tu sais, fait que j'adore toujours apprendre puis me garder up-to-date. Mais je pense que l'école, ça va te donner. Là, je suis plus l'université, là, des façons d'apprendre puis des façons de travailler. Tu sais, moi, des fois, je vois que le fait que j'ai pas été à l'école, ça m'affecte dans le sens que... comment je peux t'expliquer ça? Tu vois, des fois, je perds mes mots, j'ai pas été à l'école, ça paraît-tu? Non. Non, mais dans le sens que peut-être des façons de travailler ou des façons de monter un projet. Tu sais, moi, je l'ai dans ma tête, les idées sont là, puis des fois, c'est peut-être, j'essaie de le mettre sur papier ou des fois, c'est comme pas concis, tu sais. Là, c'est pour ça que j'ai mon adjointe Val, là, puis Sam, les autres sont capables de m'aider à concire ça. Mais des fois, je suis comme, tu sais, si j'avais été à l'école, j'avais fait un bac, puis je regrette zéro mon parcours, mais mettons, j'aurais peut-être appris à comme le faire d'une façon plus méthodique, tu sais. Mais tu sais, attention, quand je parle d'école, je parle pas nécessairement juste d'université. C'est ça un peu qui a évolué aussi. Là, c'est que, quand je parle d'éducation, c'est pas juste d'aller à l'université et d'avoir un bac. C'est beaucoup plus large que ça. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas allé à l'université, mais qui fait de la formation continue, qui est tout le temps en train de continuer d'apprendre, puis c'est ça de l'éducation pour moi. C'est pas juste je suis allé en classe. Je veux dire, moi, à l'université, là, peut-être que tu devrais pas mettre ça dans le podcast, mais il y a bien des cours que... Ouais. Je t'imagine, là, sortir pas dans le vice, les boys. Mais t'étais à Montréal, en plus. T'étais à Montréal. T'étais en ingénierie, je vais dire ça boit en ingénierie. Puis oui, j'étais sur le part. J'ai jamais été déplacé ou dans le vice. Là. J'ai eu du fun. J'allais-tu à tous mes cours? Non. Mais j'étudiais puis je réussissais. Mais tout ça pour dire que, pour moi, quelqu'un qui est éduqué, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est allé à l'université. Moi, c'est ça que j'ai fait. Mais je considère, toi, Steph, que t'es un gars éduqué. Même si tu me dis que t'es un secondaire 5, je considère que t'es quelqu'un d'éduqué parce que tu continues de rechercher puis d'apprendre puis d'étudier. C'est pas être assis en classe, être éduqué. Pour moi, du moins. Non, mais je pense que tu as une bonne combinaison des deux. Tu as l'école puis l'expérience aussi. À quel âge tu avais quand tu as rentré officiellement avec Ed Brunet, quand tu as fini l'école et tu as commencé à travailler dans la compagnie? J'ai toujours travaillé dans la compagnie, mais tu veux dire comme à temps plein officiel après l'université, j'avais... Même quand tu étais à l'école, mettons? Quand j'étais au secondaire, je passais mes étés, ces chantiers. Tu sais, moi, là, quand j'ai tout fait dans le business, c'est vrai. J'ai passé le balai, j'ai fait de la démolition, j'ai fait de la soudure. J'étais pas supposé, mais j'en ai fait. J'ai fait de la comptabilité, j'ai été à la réception, j'ai été estimateur, j'ai été coordonnateur, j'ai été gestionnaire, j'ai été directeur de développement des affaires. Ça s'est fait vite, là, tout ça, évidemment, mais tu sais... J'ai toujours traîné. C'est ça la grosse joke au bureau. J'ai toujours traîné dans le cours. J'ai toujours traîné dans le bureau. Je finissais l'école à Nouvelle-Frontière. Je descendais en skate jusqu'au bureau, en bas de Dumas. Puis j'attendais que mon père finisse. Puis t'étais là, tu voulais J'étais tout le temps dans le bureau. En fait, j'ai passé mes étés. On avait des journées pédagogiques à l'école. J'étais ces chantiers. J'ai tout le temps été dans le business. Mais j'ai fait mes stages à l'université. Je n'ai fait quelques-uns ailleurs. Je n'ai fait un chez Pomerleau, qui est je ne vais pas dire un compétiteur. Pomerleau, c'est 100 fois plus gros que nous, mais c'est quand même un compétiteur dans la région. Puis ça a été une super belle expérience de travail. J'ai vraiment adoré ça. J'ai travaillé chez Slush Poppy pour Jean-Roch. Je faisais la comptabilité. Je travaillais en comptabilité chez Slush. Puis j'ai fait des stages chez Ed Brunet aussi. Mais j'ai commencé, tout ça pour répondre à ta question. Finalement, j'avais 27 ans. C'est pas ma question, c'est la question de ChatGPT. ChatGPT, je réponds à ta question. J'avais 27 ans quand fait que ça fait 5 ans que j'ai fini l'université. Puis tu es à temps plein, dans le business. Mais quand tu es rentré à 27 ans, tu n'as pas été nommé président tout de suite. Non. Ça a été quoi un peu le parcours? Fait que j'ai été gestionnaire de projet. J'ai commencé vite à être gestionnaire de projet. D'habitude, le cheminement, c'est que tu vas être coordonnateur, ensuite gestionnaire, puis ensuite directeur. J'ai commencé gestionnaire, mais j'ai été coordonnateur pendant des stages. Pendant des stages, j'ai fait la job de coordonnateur, mais j'ai rentré vite dans le poste de gestionnaire. Puis ça a été un learning curve. Ça a été, puis mon premier projet, right off the bat en partant, c'était la nouveau construction, bureau. Le nouveau siège social. Puis c'était un projet, d'habitude,
la grosse majorité du temps, quand on fait un projet, tu reçois les plans puis tu exécutes le projet. Mais le nouveau siège social de Brunet, il fallait que j'orchestre la conception. Fait qu'il fallait que j'engage les architectes et les ingénieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Tu appelles ça du design build, là, mais qui est beaucoup plus complexe. Moi, j'arrive là, j'ai jamais fait vraiment ça de ma vie. Puis là, c'est orchestre la conception, gère la réalisation, puis gère le déménagement aussi. Là. Je veux dire, j'ai une compagnie de 50 employés, là, tous les serveurs, tous les systèmes, tout. C'était Vous étiez où avant? L'autre bord de la rue, en face. OK. Ouais. Là, ça fait quoi? 3 ans à peu près? C'est 2 ans vous êtes installé? Ouais, mais c'était pendant la pandémie. Là, c'était, là, on dirait que les années ils vont vite, là, surtout depuis que j'ai des bébés. Là, mais ça doit faire 2 ans. Là. Ouais. Méchant beau bureau au bout de la rue Dumas. Là. Ouais. Écoute, moi, c'est mon style là, du béton, du super industriel. Puis du bois. Ouais. Beaucoup de bois. Du bois, c'est ça, métal, béton. Ouais, un petit peu d'acier, mais c'est surtout le claim to fame de ce projet-là, c'est l'utilisation du bois massif. Puis je pense, don't quote me on that, mais je pense que c'est le plus haut bâtiment en bois massif en Outaouais. Parce qu'on n'en a pas beaucoup encore des bâtiments en bois massif. Là. C'est un bon challenge aussi. Premier projet, là, c'est comme le siège social de la compagnie. Fait que là, tous les yeux sont rivés sur toi. Là, tout le monde te regarde, tous les employés. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça se construisait l'autre bord de la rue. Fait que tout le monde, le midi, pendant la journée, pendant les breaks, était dans les fenêtres puis regardait ce qu'il faisait l'autre bord. Puis moi, c'était mon test ultime. Là. C'est le fils du boss. Puis c'est son premier projet. Puis il va-tu se planter? Va-tu réussir? T'as passé le test, hein? Ben, oui. J'aime penser que oui. Le projet, il a été une réussite. Super beau projet. On gagne des prix aujourd'hui pour ce projet-là, encore cette année. Puis je suis très, très, très fier de ce projet-là. Ouais, mais ça a été un challenge. Vraiment. C'est un méchant beau building. Là. Oui, merci. Tu dis le fils du boss. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai pas une grosse expérience en construction. J'ai travaillé chez Belaï ça fait longtemps, man. J'avais 18-19 ans. C'est mon père qui m'a fait rentrer là. Mon père est arpenteur pour PCL, qui était le général dans le centre-ville d'Ottawa. Ouais. Fait qu'en tout cas, il m'a fait rentrer chez Belaï, mais tu sais, si j'étais pas dans mon pic de productivité, là, 18-19 ans, le man... ouais, puis ça roule, là. C'est des jobs qu'il faut que tu aies. C'est ça. Puis, tu sais, j'étais labor, là. Fait que, tu sais, c'est comme... En bas. Voilà, c'est ça. T'es en bas de l'échelle, fais ça. Puis... Je me faisais pas écœurer, mais tu sais, j'étais comme le fils à douane. Là, là, sur le chantier, là, je le sentais parce que j'avais pas vraiment d'expérience puis j'étais pas motivé en plus dans ce temps-là. Puis j'étais pas un bon employé. Bref, tout ça pour dire que j'étais là à cause que j'étais le fils de. Ouais. T'as-tu eu ce feeling-là, toi, quand t'es arrivé, mettons, comme gestionnaire tout de suite, puis là, maintenant, comme président, t'as-tu un sentiment d'imposteur un peu, ouais? Pas d'imposteur, mais... Oui, non, c'est le bon terme. Oui. Est-ce que je crains que les gens questionnent? Définitivement. Ouais. De moins en moins, parce que je pense que je fais mes preuves, puis le monde voit que je suis dans la position pour les bonnes raisons. Mais tu sais, le fils du bas, je veux dire, moi, c'est... À un moment donné, je me suis un peu fait une carapace, tu sais, parce que c'est de même que j'ai grandi dans le business, tu sais, en me faisant tirer à la pipe, en me faisant dire « c'est Mini Raymond », on m'appelait Mini Raymond. Moi, ça a l'air que moi et mon père, on marche pareil. La démarche dans le bureau, là, mes pas, le monde ne savent jamais si c'est moi ou Raymond. Puis c'était tout le temps la grosse joke. Là, Mini Raymond. Puis à un moment donné, j'ai commencé à le prendre comme un compliment. Tu sais quoi? Raymond, il a réussi. Raymond, il est respecté. Raymond, moi, j'aime dire que c'est un philanthrope. Il redonne beaucoup. Il a construit quelque chose de très, très, très bien. Puis si vous voulez m'associer à Mini Raymond, ben merci, je suis fier. Fait que oui, tu sais, répondre à la question... C'est sûr qu'il y en a plein qui continuent de penser que je suis là parce que je suis le gars Raymond. Puis c'est correct, tu sais, ça leur appartient, ça. Puis moi, je travaille fort à tous les jours, à tous les soirs, puis à tous les matins pour montrer que c'est pas pour ça que je suis là. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu sais, il y a du monde qui sont jaloux aussi, puis ça, tu pourras jamais rien. Ben, c'est rien que je peux faire, tu sais. Puis je veux dire, est-ce que je veux me donner ce stress-là, puis cette pression-là, parce qu'il y a 2-3 jaloux qui aiment excuser le succès des autres en disant « c'est pour ça qu'il est de même. Ouais. » Ben ça, c'est facile de dire « lui est là parce que ci, parce que ça. » On le voit beaucoup dans l'automobile, il y a beaucoup de relèves, là, des concessionnaires qui se font léguer aux enfants. Puis pour avoir... Moi, j'ai comme vécu les deux dans 2 expériences que j'ai eues. Chez Subaru avec Jer, que c'était ses parents qui avaient... Ils ont acheté Subaru, man, je pense...
début des années 2000, je pense que Subaru vendait 50 chars par année. Là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Puis, il a tellement travaillé fort, puis il a tellement grindé, puis il a tellement monté une belle business, une belle équipe. Fait que là, je suis comme, OK, lui, mettons, Jerry a eu l'opportunité, mais il l'a pris, puis il l'a amené à un autre niveau. Puis, j'ai travaillé dans un autre concessionnaire que je n'aimerais pas, que j'étais comme, OK, lui, il est là à cause que c'est le fils. Le fils de, tu sais. Ouais. Puis j'ai vraiment vu les deux différences de mentalité puis de façon de traiter la business puis les éthiques de travail, tu sais. Puis toi, je sais à quel point tu travailles fort. Reste-tu une fois sur deux qu'on se planifie de quoi, tu me choques dernière minute puis c'était quand même manière. Là, je te mets sur le spot en plus. Mais là, gars, t'es là matin. Ouais. T'es là matin, mais tout ça pour dire que je le sais à quel point t'es là pour les bonnes raisons puis tu travailles fort puis ça paraît. Fait que j'imagine que ton équipe aussi... Je pense que le monde le reconnaît. Puis, tu sais, à la fin de la journée, mes partners sont satisfaits. Parce que j'ai des partners dans le business, puis sont... Tu veux t'en parler un peu? Comment vous avez... Sure. Comment que... Donc, on est 4 associés chez Ed Brunet. Ma sœur, Sophie. Ali, qui est le mari de ma sœur, donc mon beau-frère. Puis Denis. Denis, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il est dans le business. Fait que c'est... vraiment un employé clé qu'on a identifié et qu'on a dit on veut qu'il soit on board avec nous autres là, dans cette transition-là. Denis, que j'ai rencontré dans les courses à RX1. Okay. Fait que là, vous êtes 4 actionnaires, 4 associés. Oui. La façon qu'on a séparé ça, c'est qu'on a vraiment 2 types de contrats standards dans l'industrie qui sont les projets forfaitaires puis qui sont les projets en gestion-construction. Le projet forfaitaire, c'est ce qu'on voit le plus, mais ça change un peu, mais ce qu'on voit le plus, c'est les projets comme institutionnels. Fait que les hôpitaux, des écoles, la maison des aînés qu'on construit ça. Fait que ça, c'est des projets au bid. Ça public. Avance, ça? Oui, ça va bien. Le matin, coin Saint-Raymond, puis Liane-Élémont. Oui, exact. Beau projet, très beau, gros projet, beaucoup de défis techniques, mais ça avance bien. Fait que Denis s'occupe de ces projets-là, les projets forfaitaires qu'on appelle les projets institutionnels publics. Ali s'occupe des projets en gestion-construction qui sont souvent les projets privés. Gestion-construction, c'est des projets qu'on appelle communément cost-plus. Fait que c'est pas un prix forfaitaire, c'est pas on le fait ça pour 35 millions. C'est vraiment ça coûte ce que ça coûte plus une marge qu'on se dit, mais c'est une approche très transparente et Ali ouvert. Le client il est impliqué dans tout, dans le fond. Fait qu'il y a vraiment un contrôle sur tout ce qui se passe. Okay. Puis Ali, il est très, très bon là-dedans. Fait que c'est comme Zibi. Oui, c'est ça, je m'en allais. Ali a vraiment mis en place le projet Zibi, sur lequel on travaille encore aujourd'hui, qu'on fait notre 4e projet présentement. Là, la troisième bloc, est-tu fini? Là? 3e tour, on est en train de la monter. Bon, on a top off. Là, on a fait la dernière coulée, mais là, on est en train de tout la finaliser. Et c'est la 3e tour, mais c'est le 4e projet parce qu'on a eu un projet de réfection patrimoniale, qui est le bloc 2 et 3, là, celui où l'atrium là, entre les 2 bâtiments de briques, là, où est-ce que... OK. Il y avait où est-ce qu'il y a le marché, là? Où est-ce qu'il y a le marché de Noël? Peut-être. Ben, le genre de... Il y a Spaces maintenant qui est là. Il y a une compagnie, là, je pense que c'est comme des bureaux que tu peux louer puis aller t'installer là, mais c'est là-dedans. OK, je ne sais pas si on parle de la même place, là, juste à côté du pont en briques, là. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Ouais. Ah, OK, oui, je sais de quel tu parles. Il y avait le vestibiaire qui était là. Okay. Il y a plein d'événements qui sont dans cet atrium-là. OK. Ouais. Fait que ça, c'était la 3e, puis le 4e, c'est la... C'est la 3e tour qu'on construit. Le 4e projet, c'est la 3e tour. Ouais. Puis là, les 2 dernières, c'est que du locatif, par exemple? Exact. Le premier projet, vous l'avez tout vendu. Ouais. Je sais pas s'il y a tout... Moi, j'imagine qu'il y a tout... Ça... Tu le saurais mieux que moi. Non, le premier... je pense qu'il reste des unités... Parce que des fois, j'en vois des listings qui sortent, puis c'est encore Windmill. OK, fait que ça va être du rez-de-chaussée, là. Les grosses unités avec les mezzanines. Ils les avaient peut-être gardés pour... Ouais, ils sont belles, ceux-là. Ouais, avec les plafonds c'est malade, je sais pas, 15 pieds, ils sont comme en haut. Ah ouais, au moins. Ouais. Ils sont vraiment ça coche. Ouais. Fait que le reste, c'était de l'appartement. Les autres tours, c'est tout locatif. Puis de toute façon, dans le premier bloc, il y en a bien, c'est acheté, mais reloué. Là. Il y a bien du locatif aussi là-dedans. Ouais. Tu es supposé avoir de short term, par contre, là? Non, pas d'Airbnb. Ouais, parce qu'il y en a eu pendant un bout. Ça, moi, j'ai habité là pendant... tu le sais. C'est toi qui as vendu mon condo. J'ai pogné comme 3 autres contrats à cause de ça. Grâce à ça. Bienvenue. Thank you. Ouais, c'est ça. Une belle passe à la palette. C'est sûr, man, l'Airbnb, c'est... C'est terrible. Dans un tu sais, c'est bien du Airbnb. L'idée est bonne. C'est louer des chalets, des trucs comme ça, mais dans une tour à condo, là, c'est terrible pour les résidents. Là. Ouais. Je te conterais des affaires que j'ai vécues là-dedans. Si tu croirais même pas. Là.
En tout cas. Ben même juste du locatif, des fois, là, c'est pas la même affaire que quand c'est des... Tu sais, t'as des tours, mettons que c'est tout loué. Ouais. Des tours, des blocs à condo où est-ce que c'est tous des propriétaires occupants. Ouais. Tu vois la différence. Là, Ouais, mais au moins dans le locatif, long terme, je veux dire, les gens ont quand même la notion les gens du vivent respect là pour parce que c'est leur minimum voisin. un an, mais c'est ça. reste que... Nous, c'était du monde qui venait faire le party dans le Vieux-Hall, puis à Ottawa, ils étaient là pour le week-end. Ils s'en battaient, là, ce qu'on ressentait faire autour. du bruit sur le balcon jusqu'à 3-4 heures. Puis, dormir dans le corridor, puis dans les cages d'escalier, parce que, en tout cas. T'as jamais fait ça quand t'étais à l'université? Non. Non, j'étais pas si trash que ça, non? honnêtement. Non, tu sembles penser que j'étais plus sur le party que j'étais réellement. Ouais. C'est peut-être moi là, qui a En tout cas, ouais. peut-être moi qui a trop abusé dans ce temps-là. Où c'est qu'on était, là? Tu parlais de tes partenaires, tu parlais du forfaitaire puis du privé. Ouais. Gestion de construction, forfaitaire, ouais. Fait que c'est comme ça qu'on s'est divisé. Là. Parce que vous avez bien des... C'est ça, vous faites beaucoup d'institutionnels aussi. Ouais. C'est pas mal, on essaie de garder l'équilibre 50-50. 50 institutionnels ou public, 50 gestion de construction qui souvent est plus privé. Ouais. Puis, toi, ton day-to-day, ça ressemble à quoi? À part dire WhatsApp au monde le matin? Là? That's it. Après ça, je retourne chez nous. Surtout? Fait que quand tu es occupé, quand tu me dis « je suis trop occupé c'est parce que je suis en route pour chez nous. Ouais, c'est ça. Non. Donc, dans le fond, dans mes fonctions de président, comme je dis, je m'occupe du développement des affaires. Fait que ça, en soi, c'est quand même pas mal de rencontres, puis d'essayer de créer des partenariats, puis de négocier des partenariats. Je m'occupe de tout le département de la comptabilité puis des finances d'entreprise aussi. Fait que, on a une contrôleur qui gère l'équipe de commis comptable puis d'assistant de contrôleur. Mais c'est quand même moi qui supervise pas mal tout ce qui se passe dans le département de comptabilité. Puis même chose avec le département d'estimation. Fait que le département d'estimation, c'est le nerf de la guerre de notre business. C'est vraiment c'est ce qui amène le pain à la maison. C'est ça qui nous permet d'aller chercher des projets. Fait que je suis pas mal impliqué dans en fait, c'est moi qui gère le département de comptabilité. Ben, c'est ça, c'est les ventes. Là, tu fais exact. Pas d'estimer ou de... Oui, exact. Faut-tu... C'est de m'assurer que tous les départements ensemble, il y a une cohésion puis ça fonctionne ensemble. J'ai des meetings à chaque semaine avec chacun des VP pour voir comment leur département avance. On établit des objectifs, puis on est rendu où par rapport à ça. Puis c'est de faire des suivis là-dessus, puis d'essayer de leur donner les outils à tout le monde, les outils qu'ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Tu fais-tu beaucoup de... comme ceux qui s'occupent de la gestion du staff, mettons, des employés aussi? Si moi, je gère le staff? Ouais. Ben, comme je dis, je m'occupe. Ou tu as comme tes directeurs de chaque. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas mal réparti. Je vais m'occuper de la comptabilité et de l'estimation, fait que du staff de comptabilité et estimation. Denis et Ali s'occupent vraiment des gestionnaires puis des coordonnateurs, fait que le monde qui s'occupe de la gestion de projet. Puis on a un vice-président de la construction. Je n'ai pas parlé, là. Il n'est pas partenaire, mais c'est le vice-président quand même, qui s'occupe de toute la main-d'œuvre de chantier et les surintendants. OK. Plus les dossiers techniques de chantier, c'est lui qui s'occupe de ça. Ouais. Fait que je ne gère pas de main-d'œuvre de chantier. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, vous êtes entrepreneur général, fait que toi, le staff, c'est pas nécessairement du monde, c'est pas les ouvriers, là, vous allez sous-contracter les différents... On n'a pas beaucoup d'ouvriers. Ouais. On a vraiment une poignée, on a quelques journaliers, quelques charpentiers, des surintendants qui sont souvent des charpentiers qui ont monté, qui ont gravi les échelons. On a quelques labour, quelques menuisiers, puis on les aime pas mal. On les garde, on n'en a pas beaucoup, mais on s'occupe bien d'eux, puis on a besoin d'eux quand même. Ouais. Tu parlais de développement des affaires, tu es tout le temps dans les 5 à 7 partout, tu es super impliqué. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois Ben, c'était pas un 5 à 7, c'était quoi, Elton? C'était un combat de boxe. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'était Fight for the Cure. Oui, c'est ça. Exact, Steph, elle faisait une toile qu'elle a vendue aux enchères, puis c'est là qu'on s'était rencontrés. C'est Jeff Westeinday qui se battait, ça. Ouais. C'est pour ça qu'on était là. Y avait-tu gagné? Oui. Gagné, tu dis? Il avait assommé l'autre. Je me souviens pas de ça, ça fait une couple d'années. Là. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire que, bon, tu sais, développement des affaires, c'est sûr que je pense que ton rôle aussi, c'est de développer puis entretenir des relations, tu sais, avec des gros clients. Parce que là, on parle de gros projets. Là. Ed Brunet ne construit pas du résidentiel, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Ça va être soit du gros multilogement, de l'institutionnel. Ouais. Bien, il faut faire attention. Effectivement, puis je suis content que tu me le dises, parce que c'est ça notre réputation. C'est qu'on fait juste des gros projets. C'est pas vrai. On fait des projets commerciaux.
Non, on ne fait pas de maison. À part ma maison puis la maison des partners, on n'en construit pas C'est des vrai, familiales. c'est vrai, vous n'avez... Mais disons... je pense à un de mes compétiteurs que je nommerai pas à Chelsea, les bureaux d'Angle & Volker que tu as fait. Exactement. C'est un très petit projet, mais on les choisit. Ça, c'est un projet que Jer et Louis-Philippe, je les connaissais, puis les gars étaient sharp, puis j'aimais l'image, j'aimais le projet, j'aimais la vision. C'est un beau bureau. Ouais, ils ont vraiment... Puis les gars, ils ont des bons goûts. Là. Tu vois que c'est vraiment le mérite du look leur revient complètement. Donc, oui, on a fait des plus petits projets, on les choisit. Tu sais, un entrepreneur qui vient nous voir, il veut s'ouvrir un concessionnaire ou une clinique vétérinaire ou peu importe. On va le considérer, puis il y a de très bonnes chances qu'on va le prendre. Tu sais, c'est des projets qui sont le fun aussi à faire. Tu sais, on aime travailler avec d'autres entrepreneurs aussi, même si c'est pas une tour à condo de 30 étages. Je veux dire, Fait que c'est ça, souvent, la notion qu'on essaie de briser, c'est qu'on ne prend pas les petits projets. C'est pas vrai. Vous allez toutes les considérer. Ouais. Mais je ne ferai pas de l'agrandissement d'une maison. Je ne ferai pas une maison. Ou très peu. Faudrait que ce soit quelqu'un qu'on connaît très, 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 très bien. Puis, il ne faudrait pas que ça soit dommageable à l'entreprise. C'est dans le sens que si j'applique des ressources sur un projet de construire une maison, bien, ces ressources-là, c'est des ressources qui sont capables de faire des gros projets. Mais là, sont occupées sur une maison. Fait qu'ils me ramènent pas mal moins d'argent. Ben, je dis ils ramènent moins d'argent à l'entreprise à construire une maison qu'à construire un hôpital. T'sais. Chacun son créneau aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, vous ne faites pas de... Quand je dis petit projet, vous allez faire du commercial, mais ta clientèle, ça ne sera pas du B2C, là, ça va être du B2B, business to business. Exact. Puis, non, mais en fait, c'est parce que ChatGPT me dit, était où la question que je trouve intéressante? Parce que pas tes partenaires, mais ces relations-là, des fois, c'est des relations que ton père a développées. Puis là, toi, tu prends un peu le relais de ça. As-tu des challenges à ce niveau-là de comme... Pas vraiment, parce que... Parce que, mettons, je te disais tantôt, as-tu le sentiment d'imposteur avec tes employés? Est-ce que tu l'as des fois avec des partenaires, des clients, des... Tu sais, les partenaires, c'est pas juste les clients, c'est aussi les sous-traitants avec qui on travaille. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime souvent répéter, c'est que nos sous-traitants, fait que Belaï, revêtement GB, vitrerie Pierre Latreille. Tu travailles avec Belaï? Ben oui. Comme ça aurait été drôle si j'avais resté là, on aurait pu travailler ensemble. Absolument. T'es-tu souvent ces chantiers? J'essaie. Puis là, je me suis bloqué 2 matinées par semaine. Pour aller voir. Ouais. J'essaie de rester proche du monde de chantier. Puis je pense que c'est quelque chose qui apprécie les gars et les filles. C'est que j'essaie, je ne veux pas me l'approprier, mais j'essaie de rester très accessible pour eux. Puis hier, j'étais allé dîner avec un de nos surintendants, la semaine passée aussi. Pour moi, c'est bien important. C'est une entreprise familiale. Puis la notion d'accessibilité, il faut qu'elle reste. Pour moi, ça, c'est primordial. Il faut que le monde... La porte ouverte dans le bureau, il faut que tu sois accessible. Donc pour moi, la pire affaire que je peux me faire dire, c'est qu'il y a un gap entre le bureau et les chantiers. Puis c'est très difficile. C'est très difficile de vraiment de comment tu dis, là, Amalgamer? Amalgamer, c'est ça le mot que je cherchais. D'amalgamer les activités du bureau, de chantier, ou l'attention que tu apportes. C'est plus amalgamer l'attention que tu portes au bureau à l'attention que tu portes au chantier. Tu veux pas que personne se sente oublié non plus. Oui, avec le monde de chantier, tu es tout le temps dans le bureau ou l'inverse. Le monde du bureau, on ne te voit jamais, tu es tout le temps sur ces chantiers. Là. C'est vrai que ça peut être un mais il y a bien des domaines, c'est de même. Dans l'automobile, c'était le garage puis les ventes. Pour revenir à ta question, est-ce que c'est difficile d'entretenir les relations avec les partenaires, les relations que Raymond y avait? La réponse vite, c'est non, parce que ça fait, comme je t'ai dit, ça fait quand même longtemps que je traîne dans le bureau puis le monde me connaisse. Le monde savent que ça fait un moment qu'ils savent que je m'en viens. Ça fait un moment que j'ai commencé à développer ces relations-là. On a des relations qui sont super importantes, là, des relations avec des bailleurs de fonds, des compagnies de cautionnement. Raymond, mon père, il a commencé à m'introduire à ces gens-là. Ça fait quand même quelques années, justement, parce que la relation avec eux est super importante. Là, fait que non, je te dirais que non, j'ai pas le sentiment d'être... je trouve pas que c'est pas un défi. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. J'adore ça. Entretenir des relations. Belle gueule, t'aimes ça faire du PR, là. Stop it. Non, mais c'est le fun de faire du PR. J'aime ça me passionne vraiment. J'aime ça rencontrer du monde. J'aime ça aller,
dans des conventions, dans des congrès, dans des 5 à 7. Puis, tu sais, moi, là, je vais aller voir tout le monde, je vais me présenter, je vais parler de la business, mais je m'intéresse aussi, comme parlez-moi de votre business, qu'est-ce que vous faites? Puis, tu sais, je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne. C'est vrai que tu es bon pour ça. Moi, c'est un. Tu sais, autant que je suis genre, tu sais, super sociable puis accessible, tu sais, je suis. Mais comme dans des événements de même, tu sais, des 5 à 7, où c'est pas moi qui va être porté à aller nécessairement vers les autres. Je suis comme à l'aise dans un plus petit groupe, ouais. Mais t'es très facile d'accès. T'es très approchable. Ouais, si pas parce que t'es plein de tatous que tu fais peur. Là, non, c'est ça, non, je fais pas. En autant que tu viennes pas te faire des petites larmes La ici. larme en dessous de l'œil. Non, moi, je suis toujours considéré que t'étais très approchable, puis you're easy to get along with. Là. Ben, thanks. Je pense que oui, mais je suis pas nécessairement celui qui va comme... Tu sais, je suis un peu quand même introverti, là. Je suis pas celui d'un 5 à 7 qui va aller voir le monde puis se présenter. Je sais pas, man. J'ai tout le temps été de même. Je suis plus à l'aise dans un petit groupe que dans des... Tu sais, je suis capable de parler, mettons, devant un groupe où je suis pas gêné ou mal à l'aise. C'est juste que je suis pas nécessairement comme... Mais tu dégages pas ça, en tout cas. Mais si quelqu'un vient me voir, c'est sûr, je vais tout le temps... Ouais, exact, c'est ça. Ben oui, puis la conversation va se faire facilement. Là. Je trouve ça drôle, je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, quand tu as les 5 à 7, les petits groupes. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les 5 à 7 que je vais tout seul, puis j'appelle personne, c'est les 5 à 7 que je rencontre le plus de monde. Puis souvent, moi... Parce que t'es obligé. Ben, sinon, parce que... Sinon, t'as l'air con sur ton téléphone. Ben, c'est ça. Puis, mais si je vais avec quelqu'un, comme souvent, je vais avec Max Daigle, directeur de la SPCA. Shout out Max. Shout out Max, il n'aime pas ça. Je sais pas comment. C'est Max Daigle, directeur de la SPCA. Arrête de dire ça. Souvent, je vais dans les 5 à 7 avec Max. C'est comme, on aime bien ça faire ça ensemble. Puis, quand on va dans les 5 à 7 ensemble, on rencontre du monde, mais beaucoup moins parce qu'on jase. Puis c'est notre temps de se rattraper, puis de jaser, puis qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. T'sais. Versus, c'est quand tu vas dans les 5 à 7 seul, t'es comme, bon, mais là, je suis ici pour rencontrer du monde. Moi, je me souviens, le premier 5 à 7 que je suis allé, je connaissais même pas Marc-Antoine Mascotte encore. C'est là que je l'ai rencontré. Puis on était voisins. On avait littéralement les deux unités, une à côté de l'autre. Puis c'était le 5 à 7, je pense que c'était rapprochement des associations du RGA ou quelque chose comme ça. Puis mon père, ça faisait quelques semaines que j'étais revenu de Montréal, puis je commençais dans la compagnie, puis je connaissais rien, puis je connaissais personne. Puis mon père me dit, vas-y, c'est important, va à ça, puis rencontrer du monde. Puis j'étais tellement stressé, là. J'étais plus stressé que quand que je peux parler devant les 60 employés, là, que juste de rentrer dans cette 5 à 6, c'était nouveau, puis j'étais tout seul, j'avais personne, j'avais pas cette bouée de sauvetage-là, là, c'est comme que tu vas juste rester avec quelqu'un, puis Puis heureusement, je connaissais déjà Jean-Roch Baudouin, mais il était là, fait que là, il m'a pris. Puis quand ça me présentait à du monde, puis là, je me suis déjeuné, puis j'ai rencontré plein de gens. Puis j'ai rencontré Marc-Antoine, qui aujourd'hui est un de mes meilleurs chums. On se serait rencontrés pareil parce qu'on était voisins, mais tu sais, c'était... Ouais, c'est drôle, mais regarde, toi et moi, c'est de même qu'on s'est rencontrés. Mais exact. Le lien était fait à cause, je pense, vous aviez une Subaru, une Forester lettrée à Brunet. Ouais, c'est vrai, exact. J'avais comme fait, hey, c'est toi que... Puis là, ça a commencé de même, mais... Ouais, non, autant que je suis accessible, mais tout est bon, man. Toi, quand je t'entends parler là, devant... c'était quand l'année passée, la marche qu'on a faite attachée. Puis ça, c'est une affaire, j'aimerais ça qu'on jase aussi, parce que tu es vraiment impliqué dans un paquet de causes. Fondation québécoise du cancer. Là, je le suis plus. J'ai terminé, là, mais oui, j'ai fait 2 ans à titre d'ambassadeur. Tu étais là 2 ans. Ouais. Mais c'est ça, tu es impliqué dans un paquet de causes. J'imagine que c'est des valeurs familiales que vous avez, que Raymond avait aussi. Ouais. C'est quelque chose que mon père, Raymond, il a toujours vraiment eu à cœur là, de redonner à ça, que tu dises Raymond, moi, mon père, c'est Dad. Moi, là, au bureau, là, la que fois j'ai commencé dans le bureau, je me suis surpris à dire papa devant du monde ou Dad, puis j'étais comme, je peux pas dire ça. Là, c'est justement pour ce qu'on parlait tantôt, d'essayer de me dissocier de cette image-là du gars à papa, puis je suis là, puis je suis le gars à papa. Ça a été un des mécanismes que j'ai mis en place, puis maintenant, c'est Raymond. Puis même quand c'est triste, parce que même on était au chalet, puis on était à la maison, puis c'est rendu, je l'appelle Raymond. T'sais. Mais dans mon téléphone, quand il m'appelle, c'est écrit Dad. OK, c'est ça. Mais oui, j'ai vraiment pris le réflexe. Puis même ma soeur, elle l'a développé aussi, mais au début, elle disait papa, puis ma mère aussi était au bureau, puis elle disait maman. Puis on dirait que j'étais c'est pas ça. Mais j'avoue, comme adulte au bureau, c'est hey papa, t'as-tu, tu sais, pour le dossier de. Mais en même temps, sais-tu, peut-être qu'un jour, je vais le regretter parce que c'est ça la beauté d'une entreprise familiale. Ça devrait pas être tabou. On est, tu sais, moi, il y a plein de membres de la famille qui travaillent au bureau, puis c'est ça notre richesse.
C'est une entreprise familiale, fait que ça devrait pas être tabou. Mais moi, j'étais dans une position qu'il fallait que j'essaie de me dissocier de l'image du petit gars à papa. Fait qu'un des réflexes que j'ai eu, ça a été ça. Puis peut-être que c'était pas une bonne... Peut-être que c'était pas un bon moyen. Je pense que ça leur a aidé. Mais peut-être que... Je sais pas. Peut-être que ça fait plus professionnel. Mais je me souviens, Jer chez Subaru, son père Ronald, il disait Ronald, tu sais. Ouais. Puis ça m'avait comme... il l'appelle pas Dad, mais en même temps, ça fait du sens. Tu sais, t'es à job. Bref, fait que tu disais Raymond. Ouais, fait que Raymond, Dad, toujours été bien impliqué. Puis, tu sais, nous, on a grandi en... Je pense que c'est important, je dis, moi, mon père, tu sais, ça va sonner super corny, mais c'est vraiment mon héros, tu sais. C'est vraiment... J'ai toujours regardé mon père sur un piédestal, puis, tu sais, je me suis dit, là... Je me suis toujours dit, si je peux être la moitié de ce qu'il est, là, je vais me sentir accompli. Puis lui, il m'a toujours dit, tu vas être bien plus. Puis il me disait tout le temps, tu peux faire plus. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'aime croire que je vais pouvoir faire autant. Chris, c'est-tu le rêve de tous les pères, ça, que son fils le voit comme ça? Là? Ouais. Mais tu sais, en même temps, maintenant que j'ai des enfants... Là, j'ai quasiment des frissons, mais c'est beau, hein? Mais tu sais, maintenant que j'ai un fils, effectivement, je me dis, je voudrais pas que mon fils dise ça. Je voudrais pas qu'Edouard ou ma fille disent, je vais être la moitié de ce que t'es. Non, tu vas être mieux que moi. C'est ça que mon père me disait. Puis moi, je me disais, si je suis mieux que toi, là, je vais avoir réussi. Ouais. Parce que mon père, je considère qu'il a réussi. Puis pas juste parce qu'il a été président d'une entreprise puis il a fait de l'argent. C'est bien plus que ça. Il a redonné beaucoup. Mon père, il est respecté. Il a été impliqué dans... Des fois encore, il me dit j'ai été impliqué là-dedans. J'ai été président de ça pendant 3 ans. Puis quoi? Il y a tellement d'affaires qu'il a faites. Puis il a monté le Kilimanjaro pour ramasser des fonds pour acheter un mammographe à l'hôpital. Il a toujours... il a toujours fait... Mon père, il a fait beaucoup de montagnes. Puis... Des marathons, il a toujours été très actif. Ouais. On a tout fait un marathon dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi tu t'es pas inscrit cette année à Ottawa? Je n'ai quand même fait un marathon. C'est vrai. 2. Un non mais là, je sais, parce qu'on n'a pas couru ensemble, ça fait un petit peu. Je sais. On parlera de bébé après, je t'expliquerai pourquoi je ne cours plus autant qu'avant. Mais tu sais, tout ça pour dire, oui, c'est important pour moi de m'impliquer dans la communauté puis de redonner. Puis, tu sais, je vais te dire quelque chose que mon père disait toujours, puis je ne m'approprie pas sa citation parce que je respecte beaucoup qu'il nous a inculqué ces valeurs-là, mais mon père disait, tu donnes pas parce que tu es riche parce que tu donnes. Ça, pour moi, là, c'est comme, wow, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu peux avoir des millions en banque puis être avare. Être séraph, ouais. Exact. Ou tu peux bien vivre puis t'assurer que ta communauté vit bien aussi. Ouais. Ça, c'est honorable. C'est ça que je veux faire, puis je veux suivre aussi. Bien, ça, c'est des... on en parle souvent, on quantifie le succès à l'argent ou au titre, mais c'est vraiment pas juste ça, là, le succès. Ouais. Puis ça, c'est une des 4 écarts de redonner puis d'être respecté, impliqué dans ta communauté de même. Ça, pour moi, c'est un signe de succès. Mm-hmm. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs dans la région. Des Gilles Desjardins. Ouais. Contribue beaucoup à la communauté, ouais. Gilles. C'est le groupe FA aussi. Puis là, je pourrais toutes les nommer, là, il y en a beaucoup, mais on est chanceux dans la région. On a vraiment des entrepreneurs qui sont impliqués. Ouais. C'est vraiment c'est beau à voir. Ben, on le voit quand il y a des levées de fonds, des 5 à 7 ou des événements. Là, on voit les montants des fois qui sont amassés. Ouais. Regarde Jean Rock, le Slush Poppy, ce qu'il a réussi à ramasser pour Centraide puis pour la levée de fonds des apprentis. Les apprentis, ça, c'est un autre organisme sur lequel je siège. Justement, j'ai un CA ce soir. C'est quoi ça exactement? Les apprentis, c'est un centre d'apprentissage pour les jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle. Okay. Ils sont à Gatineau, puis on construit un nouveau centre, justement, qui va être un centre d'hébergement et d'apprentissage. Okay. Vraiment une belle cause. Franchement, là, quand ils m'ont approché, puis ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tu veux-tu être sur notre CA? J'étais tellement flatté qu'ils aient pensé à moi. J'étais comme, mon Dieu, ben oui, absolument, je vais le faire, c'est une belle cause. Puis, tu sais, j'avais jamais pensé à ce besoin-là qu'il y a, mais c'est vrai. Ouais, ben, je pense que quand tu commences à t'impliquer dans une cause, le monde te voit, il s'implique, il a réussi à amener, ramasser tel fond. Là, le monde, ils sont comme, on aimerait ça l'avoir, puis là, finalement, tu es approché par une couple d'organismes. Puis, c'est vrai ce que tu dis, puis c'est comme, il faut que tu les choisisses. Puis moi, cette année, j'ai dû dire non. Ça m'a brisé le cœur, mais j'ai dû dire non à une levée de fonds que je nommerai pas. Puis ça a été vraiment un choix difficile parce que la cause, là,
je t'en parlerai après, ben, peut-être que je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, c'est tough. Ouais. Puis tu dis, si je peux faire quelque chose, hein, si je peux avoir un impact, j'ai le devoir de le faire un impact. Mais je pense pas que j'aurais pu bien le faire à cause de mes nouvelles fonctions à titre de président, à cause de l'implication que j'ai déjà. Tu sais, à un moment donné, si tu t'impliques dans tout, tu vas négliger quelque chose. C'est sûr. Puis si j'avais accepté ce rôle-là, ben probablement qu'à un moment donné, je l'aurais négligé, alors que quelqu'un d'autre aurait pu l'accepter ou quelqu'un d'autre va l'accepter, puis il ne le négligera pas. Il va amener un meilleur résultat que moi, c'est ça. Alors, en plus, avec l'arrivée de deux bébés, ouais. deux jumeaux. Deux jumeaux jumelles. Jumeaux jumelles. Ouais. Quel âge qu'ils ont? 1 an et... 15 mois. 1 an et 3 mois. Ils sont assez cute, là. Ouais. 15 mois, quasiment 16. Comment ça change la vie d'un président d'entreprise d'avoir 2 jumeaux? Comment ça change la vie d'un président? Ça remet tes objectifs vraiment comment tu dis ça? En perspective, exact. Ouais. Ça change tout. Ça change ta vie personnelle, ça change ta vie professionnelle, ça change ta vie sportive. Ça change tout. Pourtant, je te regarde, t'es super en shape, mais là, mais je m'entraîne quand même. Chez vous. Je m'entraîne pas mal avec ma blonde. On s'entraîne, là, si je dis 4 fois par semaine, elle va me dire que j'ai exagéré, là, mais c'est pas loin. Là. 2, 3, un bon 3 fois par semaine au moins. On fait bien des hits puis des Tabata. Puis au moins, je garde un peu de... Je considère que je me garde en shape. Mais c'est sûr que c'est pas comme quand je courais. Puis moi, on dit que je m'ennuie de ça. Mais ce qui est le fun avec les workouts dans le gym... Là, dans le gym à la maison, c'est pas un gros gym. Là. Je sais pas de faire à croire quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est que je peux le faire pendant que les petits dorment en haut. Ouais. Je peux le faire de la maison. Puis moi, tu le sais, je cours pas sur un treadmill. Je suis pas capable de courir sur un tapis roulant. Fait que tu sais, au moins le workout, je peux le faire, puis je reste dans la maison, puis Sam peut le faire avec moi. Là, quand les petits sont couchés, on serait pas mal négligent de partir courir un 15 kilos, puis de revenir à 1h30 après, puis ils sont encore là. Puis... Mais c'est plus là, tu es à Wakefield, c'est plus tough aussi en campagne. Tu as les côtes, puis des fois, les chemins sont pas. Tu sais, l'hiver, c'est comme pas déneigé comme en ville, puis là, ça peut être. C'est ça. C'est pas mal moins le fun que de courir sur notre beau trajet qu'on avait. On a fait souvent ensemble, hein? Ouais, les 2 ponts. Tu sais que une des dernières fois que j'ai couru sur ces ponts-là, c'était avec toi. Ah ouais. En 2021. Puis je m'en souviens. C'était notre demi-marathon, ça? Non, c'était pas longtemps après ça. Okay. On a fait le demi avec ton chat. Ouais. Puis pas longtemps après ça, on l'a refait. Notre trajet, là, on partait de Zibi, on traversait le pont Alexandra. Ouais, exact. Après ça, on longeait la rivière, on allait retraverser le pont Champlain. C'est ça. Puis on revenait par la piste cyclable, plage Moussette, puis on revenait. 12 kilos. 12 kilos, ben flush, là, un beau rectangle. Mais j'ai fait une crise de panique sur le pont, man. Ouais. Puis ça faisait des années que je faisais plus. J'ai tout le temps fait un peu d'anxiété dans le sens que ça fait partie de comment je suis, mais des crises de panique, je n'en faisais plus. Ouais. Puis cette fois-là, sur le pont, man, j'étais comme, d'où je file pas, man. Comme, là, t'es comme ralenti. J'étais comme, non, je veux juste sprinter, genre, passer le pont, tu sais. Mais le pont piétonnier non plus, tu l'aimais pas. Celui qu'on court comme quasiment sur un grillage, là. D'Alexandra. C'est celui que tu parles? Ouais. Tu parles du pont Champlain. Ah, OK, Alexandre. Ouais, en tout cas. Ben ouais, c'est ça, celui-là. Ouais. Puis là, ça avait déclenché. La dernière fois qu'on a couru ensemble aussi, ça n'a pas bien été. Il faisait froid, on a couru à Wakefield ensemble. J'avais le paquet qui était en train de jouer. Il a fallu qu'on appelle. Ouais, c'est ça, c'était un vrai popsicle. Ouais. On avait appelé Sam, on dirait, viens nous chercher. Il faisait froid, comme moins 40 journée-là, puis j'étais underdress. Ouais, ça, c'était pas nice. Fait qu'il faudrait qu'on se reprenne. Une vraie belle... Pourquoi tu t'inscris pas à Backyard, là, à Cantley, à la fin de l'année? C'est combien? Mais Backyard, c'est les loops, là, les 6,7 kilos. Je pourrais. C'est sûr que si je m'inscris... Tu fais comme le nombre, 5, 6, 7, 8 tours. Là. Moi, je fonctionne dans la vie par objectif. Puis c'est ça que j'aime de t'inscrire à un marathon, c'est que là, tu commets. Excuse l'anglicisme, mais you commit. Tu as un commitment à le faire, puis là, c'est un objectif. Fait que oui, il faudrait juste que je m'inscrive parce que là, je le ferai le training. T'sais. Oui, il y a bien du monde, c'est de même. Mettons, pour des courses, il faut qu'ils soient inscrits à une course. S'ils ne sont pas inscrits à une course, ils vont pas... Ouais. Mais j'étais pas comme, tu sais, quand je courais, j'avais pas besoin d'être inscrit à un marathon pour continuer de courir. Mais là, maintenant que, tu sais, j'ai d'autres facteurs dans ma vie, de la famille, de la business et tout, on dirait que c'est peut-être la petite motivation qu'il me faut. Ouais. D'avoir une date, là, de dire qu'il est tel... Ouais, c'est ça. Tu vois les inscriptions, man, 23 septembre. Ouais. Backyard. Tu cours jusqu'à épuisement. Ça pourrait être le fun de faire ça.
Faut falloir que je sois plus Ouais, tu convaincant. me convaincs pas. Ça n'a pas l'air assez le fun en ce moment. Ben, c'est sûr que Tu tournes en Pour rond, la- tu fais des laps. ouais, pour la majorité du monde, ça peut... Je serais plus game d'aller courir le petit train du Nord. Là. C'est un marathon-là. Ça, c'est un marathon pour faire des PR, ça. Mais tu peux pas faire du il n'y a pas un demi? Ouais. Je Ouais, serais t'as plus tout game de 5-10 m'inscrire le de- demi de ça qu'à faire. Moi, faire des laps, là, c'est comme le treadmill. Je sais que toi, t'es fort là-dessus. C'est vrai, t'aimes toi, ça, tu me mais... disais ça, t'es pas capable de revenir sur tes pas quand Ah, tu j'haïs ça, courais. courir sur mes pas. Ouais. Treadmill, ouais, toi, faut... Il y a comme l'aspect, genre, découvrir un peu le paysage, Ouais, puis puis- comme avoir une... Ouais, courir un Faire une treadmill, belle- là, faire 5 km pour un treadmill, là, pour moi, c'est plus demandant là, que d'aller courir un demi-marathon. Pas physiquement, mais mentalement. Oh, faut que je me batte avec moi-même pour courir 5 km sur un treadmill. J'haïs ça. Moi, la beauté du treadmill, c'est que, tu sais, quand tu cours en ville ou en trail, peu importe, tu regardes où tu vas, tu as des craques de trottoir, des lumières, des chars, là, tu sais, puis dans le bois, ben, tu as des racines. Tu sais, il faut tout le temps que tu sois comme Et concentré, ça mais... te distrait. Non? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que t'es vraiment comme, tu sais, dans le moment présent dans Mhm. ta course, tu sais. Fait que ça, c'est super cool. Ce que j'aime sur le treadmill, par exemple, c'est que je peux partir dans mes pensées sans avoir à penser. Tu sais, ma foulée, là, est comme... Ouais. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'objet à éviter. Ouais. Fait que mon mouvement de mes jambes, il est comme... Non, je comprends. À un moment Ouais. donné, je rentre dans une zone, puis là, je peux vraiment me perdre dans mes pensées. Puis ça, j'ai ça sur le treadmill que j'ai pas, mettons, Hmm, en ville ou en trail. ouais. Ben, je peux l'avoir en trail après un petit bout, mais sur le treadmill, je l'ai plus rapidement. Moi, quand je cours, je pense pas. Je pense pas. Dans le sens, Moi, je c'est pas pense. vrai, c'est pas ça que je veux dire. Quand je cours, c'est comme mon temps de méditation. Là. C'est là que, en fait, que je pense aux choses qu'il faut que je prenne le temps de penser. Là. Ouais. Je suis pas distrait par, justement, comme tu dis, les racines, puis les cracks, tout ça. Tu sais, quand je vais courir, puis je vais faire un 12 ou un 15 ou peu importe, toutes les bonnes réflexions que j'ai à avoir, je les ai là, je suis vraiment dans ma tête. Quand je suis sur le treadmill, la seule affaire que je regarde puis je pense, là, C'est c'est le le temps. chiffre qui avance pas. Là. Puis là, C'est vrai que ça va. 4.3, 4.4, puis oh, Là, des fondiers qui reculent. Chris, je t'ai pas rendu à 5, Ouais, non, c'est ça. 4.8. ouais, J'ai fait un marathon sur Je sur le sais. tapis l'année passée. t'es un malade. Ouais. Mais ça montre ta force mentale. T'sais. C'est vraiment, c'est un gros commitment. Là. Faire un marathon sur un tapis, là, je veux dire, pour moi, c'est bien plus tough faire ça que de faire, ben, je sais pas, parce que j'ai jamais fait d'ultra, mais je suis comme... Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une fille que je connais, Stéphanie Simpson, qui est une coureuse d'ultra. Elle a fait un 12 heures sur tapis. Ah, ouais. Il me semble que ça fait comme 2 mois pour ramasser des fonds pour une cause, je me souviens plus Wow. laquelle. 12 heures sur tapis. Wow. Elle a fait, il me semble qu'elle était juste en bas de 100 km. Et man, ça, c'est du stock en tabarnak, là. C'est un bon pace. Ouais, elle avait un pace, En je plus, pense, de... c'est sûr que t'as- Attends, là, il faut que je fasse le calcul, là, 12 heures. Mais c'était comme 97 ou 98, là. Ouais. Wow. Puis fait qu'à genre C'est impressionnant. 6,15, 6,20. Et c'est fou pendant C'est 12 vraiment- heures. Ouais. Ouais. Mais ça, des affaires de même, puis les backyards. Puis là, il y a une course aussi, ma prochaine, c'est à Nakertuck, à Val-des-Monts. Mhm. Puis ça s'appelle le Nakertuck Enduro. C'est un ultra. Ben, en fait, c'est par tranche d'heure. Fait que Ok. t'as 3 heures, 6 heures ou 12 Ah heures. oui, OK. Moi, je t'inscris au 6. Ok. Puis c'est pas tout à fait comme une backyard. C'est une boucle de 5.2, 5.4, je sais Ok. plus. Puis tu as fait le plus de fois que tu peux en 6 Mhm. heures. Mhm. Fait que tu sais, quand tu reviens à ton campement, tu peux arrêter ou tu peux repartir tout de suite. Mhm. Tandis qu'une backyard, tu es obligé d'arrêter, laisser l'heure Ouais, finir, ouais, ouais. puis là, tu repars à l'heure Ouais, c'est d'après ok. pour Fait que c'est ta boucle. non-stop. Ouais, mais moi, des affaires de même, où est-ce que, comme tu dis, c'est un challenge qui est mental. Tu sais, un marathon, c'est challengeant mentalement aussi. Un demi pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Tu sais, tout, c'est challengeant mentalement, mais le fait de, comme tout le temps, faire la même boucle, ça, justement, la majorité du monde sont comme, je ne serais pas capable mentalement. Ouais. Ben là, moi, c'est là que genre, je vais trouver mon fun. Puis je trouve ça aussi un côté genre sécurisant à tout le temps. Tu sais, sur un tapis, là. Ouais. Il n'y a rien de plus sécurisant que ça. Tu es Ouais. en dedans. Tu peux avoir toute ta bouffe, ton eau là à côté. Ouais. Tu sais, si tu as besoin d'aller à la toilette. Ah, c'est sûr Fais que les pas. conditions Fait que, tu sais, c'est comme Ouais. des conditions, je trouve, qui sont idéales. idéales. Mais je comprends le. c'est T'as pas la plate en petite esti. brise, t'as pas le vent, t'as pas l'air frais. Ah ouais, tu mets ta petite fan en avant. Là. Même tu craques une fenêtre. Puis, Non, au gym, tu peux pas faire ça. Tu mets la ah, petite tu fan. cours au gym, toi, en plus. Je pensais que c'était chez vous. Ben là, j'ai un tapis chez nous. Ouais, Écoute, c'est ça. j'ai aidé mon chum à déménager l'autre fois, puis il dit je vais vendre ça, ce tapis-là, à genre, je sais pas, là, 100$ à quelqu'un sur Marketplace.
je crée 100$, moi je Ouais, je vais te l'achète prendre. à soir. Là, tu sais. Fait que là, j'ai amené ça chez nous. J'ai fait Ouais. comme 200 km dessus, pas Ouais. one shot, là, mais pendant l'hiver. Fait que je vais le garder, puis quand il va péter, ben. Ouais. Mais cette année, j'ai été plus momoun un peu cet hiver. OK. Ah ouais? Ben, dans le sens que j'ai plus couru sur le tapis OK. que les autres hivers. OK, je comprends. Tu sais, quand il y avait de la grosse neige ou tu sais. C'est un super bel hiver, hein? Ouais. Il me semble que... En tout cas. Ouais, non, c'était de la merde. Puis là, on veut que l'été arrive. Puis là, encore un matin, il faisait 1. J'avais les mains gelées un matin quand je suis revenu de ma course. Je n'étais pas capable de comme ouvrir ma bouteille d'eau. Après, j'avais comme... fallu que j'ouvre avec mon avant-bras. Ouais. Anyway. Fait que je te lance un challenge de t'inscrire à une course quelconque. Même si c'est un demi. Okay. Au moins un demi à l'automne, je serais game. Ouais. Puis tu as la forme pour. Là. Ça va juste être d'avoir le commitment pour faire... Moi, je me dérouille un peu. Ouais, mais tu sais, quand tu as déjà couru, ouais. ça va revenir. Ça revient vite, oui. Ben, j'espère. Yes. C'est quoi, pour finir un peu avec Ed Brunet, là, puis revenir là-dessus, c'est quoi ta vision, mettons, pour les 10 prochaines années avec la business? T'as-tu une idée de où est-ce que tu veux l'amener? T'as-tu comme des objectifs ou des développements que tu veux faire, des contrats que tu voudrais signer? C'est sûr que, comme je te disais, je veux garder un peu l'équilibre public-privé. Les contrats institutionnels puis les contrats de développement haute densité, les tours d'appartement et les tours à condo. Fait que, tu sais, je veux pas vraiment dire je veux en faire plus de ça ou plus de ça, je veux vraiment garder l'équilibre. Fait que, c'est comme si mon objectif, c'est de maintenir l'équilibre qu'on a, mais d'en faire plus. Puis le défi pour pouvoir en faire plus, c'est qu'il faut plus de monde. Faire plus de volume, plus de projets, plus de... Oui, bien si on voulait en faire plus, est-ce qu'on est confortable avec le volume qu'on a en ce moment? T'sais, on a un bon volume en ce moment, tu veux toujours en faire plus, mais je ne suis pas gourmand à ce point-là. Ouais. Je me dis, on serait capable d'en faire un petit peu plus, mais si on en fait un petit peu plus, il faudrait engager un peu plus. Puis là, on a ce défi-là qui revient aussi, qui est le défi de la main-d'œuvre. Ça ne doit pas être évident plus dans votre domaine pour les sous-traitants. Mais je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur que je parle, peu importe le domaine, qui ne le vit pas. Là. Je veux dire, tout le monde l'expérimente pas mal au même niveau, là, ce problème de main-d'œuvre-là. Donc, le monde? Ils sont tous rendus influenceurs ou ils font tous des podcasts? Ils font tous des podcasts. Ils sont tous rendus courtiers, je sais pas. C'est ça, tout le monde est... c'est ça. Ils font de la crypto ou du trading. Ou... Je sais pas. Mais tu sais, il y a beaucoup de baby boomers qui prennent leur retraite. Puis c'était du monde qualifié, puis c'était du monde qui avait 30 ans d'expérience. Les chantiers, les sous-traitants, vraiment, qui ont des divisions spécifiques, le vivent beaucoup plus. Là, un matin, je courais, il faisait, comme je te disais tantôt, 1-2 degrés, il pleuvait, puis j'ai vu des gars de toiture, là, c'était des jeunes. Puis, tu sais, moi, j'avais fret, j'étais en mouvement, mais j'arrivais chez nous, dans 10 minutes. Puis là, je me disais, tu sais, ces gars-là, ils étaient, je sais pas, là, 7h30 le matin. Ces gars-là, ils vont être sur le toit jusqu'à temps qu'ils finissent après-midi, tu sais, 3, 4, 5, 7 heures peut-être. Ouais. Puis, j'étais comme, hey, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Faut que tu sois comme motivé, faut que tu sois déterminé. Mais tu sais, c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça, Steph. Je pense que le monde comme toi et moi, on décide d'être entrepreneur. C'est parce qu'on veut avoir un peu cette liberté-là. T'sais. C'est ça que tu penses ça que quand tu t'imagines. C'est pas ça la réalité. Mais quand tu prends la décision de l'entrepreneur, tu dis, c'est le fun, je vais pouvoir me lever plus tard ou gérer vraiment mon horaire. Puis oui, on a la flexibilité, mais c'est que arrive vite le moment où tu as beaucoup de responsabilités puis que ton 8 heures par jour, ouais, c'est ça, c'est pas assez. C'est pas suffisant, là, exact. Mais c'est un couteau à 2 tranchants parce que oui, tu sais, mettons la semaine passée, là, j'étais plus fatigué, c'était plus rough. J'en ai parlé sur l'autre podcast que j'ai fait avec Rosa, que c'est ça, j'étais plus fatigué, moins de motivation. Puis, en étant entrepreneur, travailleur autonome, j'avais le choix, tu sais, je disais, je suis pas obligé de travailler aujourd'hui jusqu'à un certain point, dans le sens que tu as des clients et tu as des choses à respecter. Mais je disais, je pourrais rester à la maison et rien faire. Mais en ayant l'équipe, en ayant les membres de mon équipe, le bureau, c'est comme le coup de pied au cul qui a fait OK, même si cette semaine c'est plus tough, j'étais vraiment comme fatigué tête. Là. Il y a du monde qui dépend de toi aussi. Là.
Jusqu'à un certain point, ouais. C'est encore drôle comme concept dans ma tête, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi, Raymond, c'est ça qu'il m'a dit. Là. Il m'a dit ça la semaine passée, puis ça m'a tellement fait réfléchir. Il dit, peu importe les décisions que tu vas prendre, il dit, oublie jamais là, qu'il y a à peu près 50 familles qui dépendent de la compagnie. Ouais. C'est pas vrai qu'ils dépendent que de ça, puis aujourd'hui, n'importe qui se trouve un nouvel emploi en une semaine. Mais c'est vrai, c'est quand même, tu as un impact sur bien du monde puis bien des familles quand tu es dirigeant d'entreprise. Ouais. Fait que les décisions que tu prends, c'est pas juste pour toi puis pour ta poche. Là. Comment tu gères ça, toi? Cette position-là? Ce stress-là? Ouais. Ben, je me dis que je fais confiance à mon jugement, puis moi, je suis pas quelqu'un d'avare, puis je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas particulièrement money-driven. Fait que mes décisions, dans notre discussion avant le podcast, je t'en ai parlé un peu, un de mes plus gros objectifs, moi, c'est de remettre cette entreprise-là à 6e génération. Moi, je suis la 5e, puis mon rêve, c'est de pouvoir donner ça un jour à mes enfants, puis mes neveux, puis même des gens qui ne font pas nécessairement partie de la famille, mais c'est de transmettre ça. Fait que la pérennité de l'entreprise, c'est mon plus gros objectif. En ayant ça comme valeur et comme objectif, je me dis que je vais être bien équipé pour prendre des décisions qui vont permettre à l'entreprise de survivre et donc qui vont faire bénéficier tous les employés et leurs familles qui travaillent ou qui dépendent d'être Brunet. Puis il n'y a personne qui dépend d'être Brunet. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que par mon jugement, par mes objectifs, je vais prendre les bonnes décisions. Ouais. Parce que tu as une vision claire, puis tes valeurs personnelles puis de l'entreprise sont très claires puis définies. Mm-hmm. Si tu étais money-driven, ça serait peut-être différent. Ouais. Fait que, tantôt, tu me demandais c'est quoi ta vision pour les 10 prochaines années. C'est continuer à faire des beaux projets, choisir les projets qu'on fait, faire du développement immobilier pour nous, pour des clients, continuer de faire des projets institutionnels. Mais je me concentre beaucoup plus sur la vision à long terme, 25 ans, qui est de remettre cette entreprise-là à 6e génération. Ouais. C'est comme le but ultime, si on veut. Ça, mon père, il me dit toujours, là, il dit ça devrait. Il me dit toujours que je me mets trop de pression à garder la pérennité de l'entreprise parce qu'il il dit tout le temps la même expression que son père, il disait, puis que mon arrière-grand-père disait à mon grand-père, c'est pas un cadeau que le pape nous a donné. Il dit tout le temps cette expression-là. Il disait, Brunet, c'est pas un cadeau que le pape nous a donné puis qu'on est obligé de se donner. Puis il me disait ça quand j'étais bien petit parce qu'il voyait que je me mettais de la pression. Dans le sens de ne mettre pas de pression à tes kids si jamais c'est pas ça qu'ils veulent faire. Exactement. Puis mon père ne m'a jamais mis de pression. Il m'a toujours dit ça. La même expression, il disait, c'est pas un cadeau que le pape nous a donné. Puis je ne sais pas pourquoi il disait ça parce qu'on n'est pas une famille particulièrement croyante, là, mais dans le sens que c'est pas... Fais ce que tu veux dans la vie. Je vais être très content si tu prends la relève, mais c'est ça. Je vais t'aimer même si tu fais... Même si tu le fais pas, c'est ça. Ouais. C'est pas une obligation, c'est une opportunité. Mais je pense que tous les enfants, on a, moi, mettons, mon père aussi, là, je veux dire, je me mettais de la pression par rapport à lui. Mon père avait joué au hockey, là, moi j'étais dans le soccer, là, j'étais comme, on dirait, est-ce que je devrais jouer au hockey? Puis j'avais joué au hockey 1 an, j'avais pas aimé ça, mais j'étais comme, mon père, comme pour y faire plaisir. Puis lui, il m'a jamais mis de pression, mais c'est comme une pression qu'on se met, nous autres, je pense, qui est normale. C'est pas mauvais de se mettre cette pression-là, c'est ce qui te permet d'établir et de définir tes standards, puis de te surpasser. T'sais. Une affaire que j'aimerais jaser avec toi, c'est de mentorat. Mm-hmm. Parce que je sais que tu as parlé de Jean Rock tantôt. Je sais que c'est quelqu'un qui t'a aidé beaucoup. Évidemment, ton père t'a mentoré. Ouais. C'est quoi l'importance pour un entrepreneur de se faire mentorer? Je pense que c'est vraiment capital. Je pense qu'il y a tellement à apprendre de ceux qui ont passé par là avant. Tu sais, tantôt, on parlait d'expérience et de scolarité. Là, tu sais, ça, c'est la meilleure école. Là. Ouais. Un mentor qui... Tu sais, moi, j'ai des grosses décisions à prendre en ce moment, puis j'ai des gros dilemmes, puis il faut que je parle à mes mentors, puis tu sais, ils vont pas me donner la réponse, mais ils vont m'amener sur des pistes. Puis je pense que c'est ça qui définit un bon mentor. C'est quelqu'un qui va te donner les pistes, puis qui va pouvoir te donner les outils, puis qui va te pousser à avoir tes propres questionnements et tes propres réflexions. Quelqu'un qui te dit « fais ça, c'est pas une bonne idée, fais ça, c'est pas un mentor. Ouais. » Un mentor, il faut qu'il t'aide à définir, à prendre tes propres décisions. Oui, mais à avoir ton propre raisonnement. Oui, exactement, pour que tu arrives à ta propre décision. T'sais, fait que, oui, Jean Rock m'aide beaucoup là-dedans.
Raymond, mon père, m'aide beaucoup là-dedans. Mes partenaires m'aident beaucoup là-dedans. Je considère mes 3 partenaires comme des mentors. Denis, il m'a tout appris ce que j'ai à savoir sa gestion de projet. Les premières années que j'étais dans le bureau à titre de gestionnaire, Denis, c'était mon boss, il était directeur. Puis il m'a tout appris. Puis ça, je vais toujours être reconnaissant. Ce que je connais puis ce que je fais bien de la gestion de projet, c'est grâce à Denis. Sophie, c'est ma grande sœur. Depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, Sophie a... T'es-tu le bébé dans la famille? Ouais, je suis le bébé. J'ai 2 grandes sœurs. Ouais. Fait que depuis que je suis tout petit, Sophie, tu sais, j'ai toujours vu mes 2 sœurs vraiment, un peu comme je disais avec mon père. J'ai toujours vu mes sœurs un peu sur un piédestal. Je les ai toujours admirées. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de valeurs que j'ai aujourd'hui que c'est grâce à mes grandes sœurs. Grâce à Sophie, puis grâce à Ariane aussi. Fait que, tu sais, pour moi, tes grands frères et grandes sœurs, c'est des mentors pour tout le monde, tu sais. Ouais. Puis, Ali a vraiment des belles valeurs, puis il a vraiment une belle vision de la vie. Puis, il m'amène souvent à des réflexions qui me font reconsidérer comment je vois certaines choses, puis je l'apprécie énormément. Ça m'amène vraiment beaucoup là, sur... Justement, quand on parle de gestion de travail-famille, tu sais, Ali il est très fort là-dessus. Il est vraiment bon pour bien équilibrer sa vie familiale et sa vie professionnelle. Puis tu sais, je le regarde Ali, puis ça me montre beaucoup... Ça m'aide beaucoup dans comment je veux être comme père de famille puis comment je veux être comme dirigeant d'entreprise. Fait que, tu sais, mes partners, c'est des mentors pour moi. Puis je suis chanceux d'avoir des partners qui sont mes mentors. T'sais. Puis j'espère que je leur amène autant que ce qu'ils m'amènent. Puis j'espère un jour que je vais être le mentor de quelqu'un. Parce que ça m'a tellement aidé. Ça m'aide encore, je ne parlerai pas au passé. Ça m'aide tellement. J'espère un jour pouvoir aider quelqu'un comme ça. C'est super intéressant parce que tes mentors, c'est du monde proche de toi. Ouais. Des fois, on pense à des mentors, des gros noms, puis oh mon Dieu, je ne pourrais jamais demander de me mentorer, il n'y aurait pas le temps ou ça coûterait une fortune. Ouais. Des fois, ça peut chez du monde dans ton entourage. Puis, parce que moi aussi, j'ai coach, mentor aussi, puis je trouve ça tellement important parce que ça t'aide à comme, accélérer ta courbe d'apprentissage, de croissance aussi. Puis, moi, je veux tellement pas me faire dire quoi faire dans la vie. Là. Ouais. Je veux tellement, comme, je cherche pas une solution toute faite, mais juste des fois quelqu'un, tu sais, des fois on se parle, puis on n'a pas une relation de mentorat, toi puis moi, mais tu sais, une situation que toi tu vis, mettons au bureau, on en parle, je suis comme, qu'est-ce que ça s'applique? Puis là, je regarde un peu la décision que tu as prise, je suis comme, je pourrais appliquer ça moi aussi dans ma business, puis tu sais, des fois juste de comme des échanges comme ça aide à grandir. Puis je trouve qu'on le vit ensemble, toi puis moi, tu sais, on se parle quand même souvent, puis tu sais, ça aussi, ça amène beaucoup, tu sais, sans nécessairement dire qu'un mentor l'autre, mais tu sais, on échange beaucoup. Tu sais, puis quelqu'un d'autre que je considère comme un mentor, puis ça va sonner bizarre, mais c'est un de mes meilleurs chums, puis c'est Marc-Antoine Massicotte. Ouais. Marc, là, je l'appelle souvent là, pour des affaires, il faut que je te parle de quelque chose, j'ai besoin de conseils, puis tu sais, c'est drôle parce que Marc, il a mon âge, tu sais, puis mais Marc, c'est un gars intelligent, puis c'est un visionnaire, puis tu sais, il a vraiment... Il m'amène beaucoup. Honnêtement, là, souvent, là, je suis dans des impasses où j'ai des... Shout-out, Marc. Dilemmes. Ouais, gros gars. On a fait un gros épisode ensemble. Ouais, je sais. Vous m'avez fait un shout-out dedans. On t'a fait un shout-out, fait que là, on a fait un à Marc. On a parlé des shows de rap qu'il faisait quand il était jeune. Oui, c'est vrai. Mais un petit gangster. Je t'imagine pas, man, faire sa petite époque gangster. Là. Ouais. Je pense pas que c'était un gangster, je pense. Non. Il y avait un studio. Il jouait à ça sûrement un peu là, quand il y avait le studio. Mais... Ouais. Je le connaissais pas. Moi non plus. Mais je me rappelle d'un show qu'il avait organisé que j'avais été. Ah ouais? Show de Sans pression. OK. C'était bon? C'était fou, man. Ah ouais, Nicolas Gatineau. Il me semble qu'il y avait une grosse bataille ou quelque chose. Ah ouais? Ouais. C'était-tu Marc qui se battait? Non, je pense pas. Non, Marc, il fait des beaux projets, c'est un visionnaire, puis belle job. Mais ça m'amène à dire que tu sais l'importance de ton entourage, c'est que tu as un cercle de gens autour de toi, famille, amis, qui est assez tête. Puis tu t'entoures de bon monde. Puis je pense que ça paraît dans la façon après ça que tu vas gérer les aspects de ta vie. Fait que l'importance de bien s'entourer puis d'aller chercher du mentorat, du coaching. C'est quoi l'expression que tu dis? Tell me who your friends are and I'll tell you the type of man you are. C'est quelque chose comme ça, une expression qu'il dit. T'as-tu déjà entendu ça? Ouais, en anglais, je sais pas, mais en français, c'est dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Bon, OK. Ouais. Avec ça. Je la connais en français, mais définitivement, c'est ça. C'est tellement vrai, hein? Ouais. Tu sais, il y a du monde avec qui tu veux pas t'associer non plus. Là, on n'ira pas là-dessus, mais tu sais, c'est vrai. Là. Vraiment. Ouais.
Puis des fois, c'est du monde, on va finir là-dessus, c'est du monde que tu sais même pas, puis là, il n'y a aucune pointe, j'en ai pas dans mon entourage, mais des fois, j'en vois de d'autres personnes que, tu sais, la personne toxique, la personne poison dans leur vie, c'est quelqu'un de proche. Des fois, c'est un parent, un meilleur ami, un chum, une blonde, puis t'es comment, cette personne-là, tu t'en rends pas compte, mais genre, elle te drag vers le bas, elle te suce ton énergie, puis elle te pollue, mais comme, tu sais, des fois, c'est quelqu'un de tellement proche que tu t'en rends pas compte, là, tu sais. Fait que, l'importance de bien s'entourer. Absolument. Thank you, man, d'avoir pris le temps matin. Je sais comment tu es occupé. Ah, ben là, voyons. Thank you d'avoir pris le temps de venir me jaser. Merci de m'avoir invité. Du gros stock. Tu as un parcours impressionnant. Merci. Puis j'ai hâte de voir ça va être tout dans 10 ans, cette vision-là. On fera un autre podcast. On réécoutera lui, puis on le commentera. On réécoutera lui. C'est ça, on fera ça dans 10 ans. Fait qu'en 2033, le 26 avril, on a une date pour un épisode 2. OK, on s'en va manger. Thanks. Merci tout le monde. Ciao, Bonne ciao. semaine.